Maintenant, c'est donc notre première session plénière. Comme je l'ai dit, il va y avoir une plénière par chapitre. Donc là, c'est sur euh, les enfants privés de liberté dans l'administration de la justice et vivant en prison avec les personnes qui s'occupent d'eux. Nous avons un panel d'intervenants, intervenantes. C'est la modératrice qui va les présenter. Et Madame Atieno Odiambo, qui est directrice de Legal Empowerment Fund, qui est une partenaire sur le terrain dans de nombreux pays africains qui défendent les droits humains, les droits des enfants. Et c'est un honneur de compter Madame Atieno Odiambo parmi nous pour modérer cette session. Donc c'est l'un des chapitres de l'étude qui est les mieux, pour lequel il y a le plus de suivi, avec des données d'UNICEF et d'autres. On peut faire un suivi des bonnes pratiques et on peut un peu voir où nous en sommes et savoir quelles sont les pratiques qu'il faut éliminer. En tout cas, merci beaucoup. Atiano, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Atieno Odiambo. Je suis directrice de Legal Empowerment Fund. C'est un nouveau fonds mondial d'acteurs de la justice, hein, des groupes qui travaillent sur l'accès à la justice à l'échelle mondiale. On travaille surtout avec des groupes de la base, hein, et notamment la justice pour les enfants, parce que quand on parle d'accès à la justice pour tous, c'est l'objectif de développement durable 16. Quand on dit pour tous, on oublie les enfants, et ça c'est une lacune que l'on essaye de combler à Legal Empowerment Fund. On essaye de euh, proposer des fonds aux groupes qui travaillent sur la justice des enfants et l'accès à la justice pour les enfants. Je suis contente d'être ici. J'avais raté mon transfert, mon vol. Je viens du Kenya, Jumbo. Je suis ravi d'être ici à temps. Merci infiniment une nouvelle fois. Je vais parler un petit peu de ce panel, de cette session. On sait que l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté, publiée en 2019, estime que euh, plus de 4 000 enfants sont privés de liberté chaque année, avec plus de 4 millions en garde à vue ou en détention. Euh, et plus de 300 000 enfants sont en détention d'après l'UNICEF. Il y a plus de 22,5 millions d'enfants à travers le monde qui ont au moins un parent incarcéré, avec 19 000 enfants qui vivent en prison avec leur premier responsable ou parent. La détention devrait être le dernier recours et de la plus courte durée possible. C'est en général trop utilisé, notamment pour des des crimes sans grande importance. Et pour ce qui est des enfants qui vivent en prison avec leurs parents, c'est souvent assez invisible. Par exemple, le Kenya, d'où je viens, les enfants qui sont arrêtés pour des délits mineurs sont en général en garde à vue, souvent parce que c'est impossible de déterminer leur âge. Ils n'ont pas pour beaucoup de carte d'identité ou de certificat de naissance. Et ce que fait l'administration de la justice, c'est ils les maintiennent en garde à vue dans les stations, dans les commissariats, et ils restent là-bas pendant que leur dossier est traité. On sait que la détention, ça coûte cher et ça fait des dégâts. Ce n'est pas efficace pour prévenir les crimes ou les délits. Donc nous allons explorer les impacts de privation de liberté sur les enfants et le bénéfice, les avantages de mesures alternatives à la privation de liberté et à la désinstitutionnalisation. Je vais faire un petit peu les présentations pour que lorsqu'on passe aux questions, ce soit plus fluide. À ma gauche, Madame Grace Aguali, elle est responsable mondiale de la justice pour les enfants à l'UNICEF. Elle supervise les questions de droits des enfants. Elle a de l'expérience de plaidoyer pour les mesures non privatives de liberté. Elle travaille sur le fait de s'assurer que les systèmes juridiques mettent la priorité sur l'intérêt supérieur de l'enfant.
À côté d'elle, inutile de le présenter, mais je vais quand même le présenter, le professeur Manfred Nowak, expert indépendant et auteur de l'étude mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté. C'est un universitaire des droits humains très connu. Il a pu déterminer, ou en tout cas faire connaître l'amplitude et l'impact euh, de la question des enfants privés de liberté à travers le monde. À ma droite, professeur Nancy Lux. Elle est coordinatrice du groupe de travail Child Rights Connect sur les enfants vivant en prison avec leurs parents incarcérés. Elle travaille sur les impacts de l'incarcération chez les enfants et elle a fait progresser des politiques qui mettent la priorité sur les droits des enfants touchés par le système de justice. Elle travaille pour des euh, réformes structurelles. Ensuite, Monsieur Yann Colliou, responsable du programme Accès à la justice à la Fondation Terre des Hommes. Il est le coprésident de ce panel d'ONG sur les enfants privés de liberté. Il essaye de renforcer le rôle de la société civile pour faire progresser la justice en faveur des enfants. Il travaille à des réformes politiques qui viseraient à protéger les droits des enfants. À côté de lui, Monsieur Benoît Kersblick, membre du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, un défenseur des droits des enfants avec des décennies d'expérience dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant, en s'assurant que la voix des enfants sont entendues dans les procédures et les processus judiciaires. Et enfin, Miata, qui est la jeune de ce panel, elle vient de Défense des enfants internationaux au Libéria. Elle travaille à la participation des enfants. Merci, bienvenue une fois encore à ce panel. Première, première question, justement pour Miata. D'après votre expérience, quels sont les obstacles spécifiques auxquels les enfants sont confrontés lorsqu'ils cherchent à faire entendre leur voix dans les décisions liées à la justice? Merci beaucoup. Je voudrais remercier chacun, chacune, remercier DEI pour leur partenariat avec les enfants et remercier tous les enfants qui sont présents ici. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, les enfants à travers le monde et au Libéria font face à de nombreuses barrières et défis, notamment pauvreté, discrimination, isolement social, et les enfants vivent dans la peur parce qu'ils ont un accès limité à la justice. Les enfants aujourd'hui, dans mon pays, le Liberia, ont un accès très restreint à la justice du fait de la pauvreté, du fait de la euh, discrimination et du manque de lien social. Ils n'ont pas d'argent. Et lorsque les enfants ont fait l'objet de maltraitance, il est difficile de euh, revendiquer de la justice ou de faire entendre leur voix. En général, les parents les dissuadent, et même les dirigeants traditionnels. Finalement, les dirigeants traditionnels disent: Mais non, mais vous êtes un enfant, vous ne devez pas dire cela haut et fort. Et en raison de la pauvreté, d'autant plus, la plupart des enfants n'ont pas accès à la justice. Au Liberia, plus de 30% des enfants vivent dans la pauvreté et sur ces enfants, plus de 60% vivent en prison, dans des prisons pour mineurs. Et avec un accès très restreint, très peu de contact avec leurs parents, peu d'accès à l'éducation, ils n'ont plus le droit d'aller à l'école parce qu'ils vivent en prison. Et surtout, pas d'accès à des bonnes conditions de santé ou de bonne alimentation. Donc les enfants souffrent grandement de ces problèmes. Merci. Merci beaucoup, Miata. On a entendu la situation au Liberia. Et donc, une question pour Grace. Étant donné la présence de l'UNICEF dans tous les pays du monde, euh,
dans les comités nationaux, quels sont les apprentissages en termes de mesures non privatives de liberté lorsqu'elles sont développées? Merci beaucoup, chère modératrice, et notre première intervenante. Je crois que les leçons, c'est avant tout, eh bien, ce qu'on fait maintenant, entendre les expériences vécues et notamment les enfants qui sont privés de liberté. Et il faut être créative, comme Anne Skelton l'a dit ce matin, c'est très difficile pour nous d'entendre les enfants privés de liberté, évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas se rendre à nos réunions. Donc il faut être créatif pour garantir que l'on entend leur voix et euh, s'assurer que dans leur centre de détention, il y a des mécanismes de plainte qui sont en place et que les institutions de droits humains jouent leur rôle de surveillance de ces institutions, ou alors les offices libéraux spéciaux et les institutions qui recueillent les plaintes exprimées quant à leurs conditions. Euh, voilà, avant tout, que les expériences vécues soient considérées sur tous les aspects, les réformes juridiques, le suivi des programmes. Ensuite, prioriser la prévention sur la détention. C'est un axe de notre travail avec des acteurs de la protection de l'enfance et des services sociaux qui ont un rôle à jouer sur les aspects de la prévention, mais aussi sur l'après. S'assurer qu'on investit dans les psychologues, les psychothérapies pour soutenir nos enfants. Il y a des pays qui ne respectent pas certaines règles, mais il y en a qui les respectent. Euh, donc, je ne vais pas ici montrer du doigt euh, certains pays, euh, parfois en termes d'âge pénal minimum. En, au Soudan, il y a une loi sur la santé mentale, par exemple, qui a été euh, approuvée. Il faut investir dans les statistiques et les registres civils. Deuxième point que j'aimerais souligner, il faut investir dans l'aide juridique qui est appropriée aux enfants. C'est important que les enfants soient conscients de leurs droits et qu'ils connaissent les alternatives non privatives de liberté. En Europe et en Asie centrale, il y a un paquet de formations, un parcours de formation qui a été développé par notre association pour s'assurer que les associations puissent fournir une aide juridique gratuite sur le terrain pour que chacun puisse utiliser ce parcours de formation. Ensuite, il y a évidemment l'appropriation juridique des enfants et des adolescents pour qu'ils connaissent leurs droits. Parfois, ils ne savent même pas que ces droits existent dans leur pays. Troisième point, être vigilant concernant les changements de législation. Les réformes juridiques sont parfois pas la panacée, mais il faut être bien vigilant dans certains pays que je ne vais pas nommer. L'âge pénal de criminalisation de- est un problème. Il faut augmenter, élever cet âge à la majorité. Mais parfois, dans les commentaires du CRC, certains parlementaires se focusent juste sur l'âge minimum. Parfois, ce sont aussi les lois, les législations concernant l'éducation qui n'ont pas l'air directement liées, euh, qui stipulent qu'un enfant ne peut pas participer à des activités politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on empêche les enfants de participer, d'exercer leurs droits comme de citoyens. Et parfois, il y a des législations qui estiment qu'il y a des violations de la sécurité nationale. Les enfants sont considérés comme euh, entravant cette sécurité nationale alors qu'ils exercent juste leur citoyenneté.
il faut des systèmes juridiques spécifiques pour les enfants, une tolérance zéro vis-à-vis de la détention. Et malgré tout, eh bien, il y a des investissements dans des institutions qui sont quand même des institutions d'enfermement. Ça peut être des centres de réhabilitation, de réinsertion. J'ai vu des versions en Espagne, en France. Mais en réalité, ce sont quand même des institutions qui privent les enfants de leur liberté. C'est juste une version édulcorée de la prison. Et donc, il faut chercher la déjudiciarisation. Euh, Parfois, on voit des enfants en garde à vue ou des enfants qui sont dans un système judiciaire. Et ça, ce n'est pas de la déjudiciarisation. Et il faut s'assurer que les enfants ne passent pas une seule journée en prison. Il faut aussi garantir une justice restaurative avec des pratiques, mais aussi une philosophie, un changement d'état d'esprit, avec une communication vis-à-vis de nos parlementaires, changer les comportements. Les enfants qui sont en conflit avec la législation doivent encore être considérés comme des enfants avec des droits en vertu du comité des droits de l'enfant. Et il faut que leurs droits soient respectés. Pour ce qui est des données, je fais la promotion de l'événement sur les données. Il faut aussi réfléchir à des manières de faire en sorte que les données sur les enfants en détention ne soient pas une honte et bien cibler la requête de données pour obtenir ces données, justement. Merci beaucoup, Grace. Ma question suivante, c'est pour Benoît. Grace a parlé de la non-application des principes du CDE. Elle n'a pas voulu nommer et montrer du doigt, mais il y a des... Est-ce que vous êtes en contact avec des pays qui ont des chiffres élevés de détention des enfants et une mauvaise application? Donc, merci beaucoup pour cette question, d'abord et avant tout. Et effectivement, je dirais que ce n'est pas une peur de nommer les pays, mais je ne vais pas passer les 10 minutes de mon intervention à citer les pays qui ne respectent pas les principes fondamentaux en matière de détention, éviter la détention, privilégier les alternatives, privilégier la justice restauratrice et autres. Ce serait beaucoup trop long. Mais je vais partir d'un exemple sans citer le pays, parce que de nouveau, je pense qu'ils mériteraient tous d'être listés. Mais j'étais la semaine passée dans une mission sur le terrain. J'ai eu l'occasion, invité par l'UNICEF et la société civile, de visiter toute une série, d'avoir des rencontres de haut niveau et de visiter toute une série de lieux et de personnes. Et j'avais demandé, comme dans ma liste de souhaits en termes de visite, ça paraît un peu drôle d'émettre des souhaits en la matière, mais de pouvoir visiter un lieu de détention d'enfants. Et je sais que mes hôtes ont travaillé de manière très, très importante pour essayer de faire en sorte que je puisse visiter ce lieu. Et c'est à peu près le seul lieu qui m'a été refusé. En fait, on n'a pas eu de réponse. De la même manière, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Justice pour le questionner sur ces pratiques. Et pourtant, toutes les informations, et j'ai rencontré des avocats, des acteurs de terrain, etc., toutes les informations que j'avais démontraient que la question de la privation de liberté dans ce pays, en particulier d'enfants, est une situation qui est extrêmement préoccupante. La façon dont les choses m'ont été décrites, et je dirais que pour ma santé mentale, heureusement que je n'ai pas été voir les lieux, mais c'est qu'il y a 50 enfants dans une cellule. Je n'avais pas exactement la taille de la cellule. Ils passent 23 heures sur 24 dans cette cellule. Ils ont un repas de riz blanc par jour, dans le meilleur des cas. Il n'y a pratiquement pas d'activités qui sont organisées. On prétend qu'il y a des cours et la possibilité de passer les examens, mais comment voulez-vous passer des examens ou même préparer ou même être en état d'esprit de passer des examens quand on est enfermé comme ça? Et je ne peux même pas imaginer le niveau de violence et le niveau de l'indignité dans laquelle
ces enfants sont détenus. La question de l'âge qui a déjà été soulignée est une question aussi particulièrement préoccupante. Il y a en principe un âge minimum à partir duquel les enfants peuvent être détenus, mais comme c'est un de ces pays où le taux d'enregistrement des naissances est relativement bas, plus de 25% d'enfants n'ont pas d'acte de naissance, donc on fait finalement, on évalue au regard, il a plus ou moins 13 ans, et donc on peut l'enfermer. Autre élément particulièrement préoccupant, c'est le fait que ces enfants sont détenus dans une prison pour adultes. Et alors on nous dit non, mais ils sont séparés puisqu'il y a une cellule à part, mais en attendant, ils sont au milieu d'une prison pour adultes qui, d'après les chiffres qui m'ont été communiqués, mais je ne pense pas qu'ils soient totalement fiables, héberge ou enferme plus de 3000 personnes. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse véritablement séparer, avoir un programme spécifique, adéquat pour ces enfants? Avant d'être dans cette prison, pour des durées variables et bien souvent d'ailleurs sans avoir une vision claire de la durée de la détention, souvent d'ailleurs il n'y a pas de décision judiciaire, même provisoire, d'enfermement. On ne sait pas pour combien de temps ils sont là et on ne sait pas quand ils sortiront. Mais avant d'y être, ils ont passé un jour ou plusieurs semaines dans un commissariat de police. Et là, ils sont non seulement mélangés avec des adultes, mais les hommes et les femmes sont mélangés, tous ensemble. De nouveau, je vous invite à réfléchir à ce qui peut se passer dans ces contextes-là. Alors, que peut faire le comité dans des situations de cet ordre-là? Premièrement, notre premier moyen d'action, vous le connaissez, c'est recevoir des rapports des États. Et là, il faut reconnaître que les rapports qu'on reçoit sont souvent extrêmement déficient en termes d'information. On a dit au niveau des chiffres, on l'a dit au niveau des conditions de détention. Bien souvent, les pays ne savent même pas faire la liste de tous les lieux où il y a privation de liberté. C'est le point de départ. Si on ne sait pas qu'un lieu peut être un lieu de privation de liberté, évidemment, on ne sait pas en assurer le contrôle. Donc, on reçoit des informations insuffisantes de la part des États, mais heureusement, nous avons beaucoup d'autres sources d'informations, mais qui montrent finalement les manquements qu'il y a. Donc, à partir de là, on va questionner dans le cadre du dialogue avec la société civile, les agences des Nations Unies, les enfants qui viennent nous voir, et puis les gouvernements. On va les questionner, on va leur demander qu'est-ce que vous faites, combien d'enfants sont détenus, dans quelles conditions, pour quelle durée, quel est le programme qui est prévu, qu'est-ce que vous envisagez après quand ils sortent en termes de perspectives de réhabilitation, de réintégration, d'éducation, etc. On va leur demander tout ça, mais il faut reconnaître que les réponses qu'on reçoit sont totalement déficientes. Je pense que depuis bien avant la Global Study, l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté, mais de plus en plus, on a notre attention attirée sur ces questions-là. En principe, un État ne peut pas détenir des enfants en dessous de l'âge minimum de responsabilité pénale tel qu'il devrait être défini par la législation. Mais d'abord, on ne connaît pas l'âge de tous ces enfants, pas toujours, et on a des pratiques de détention avant l'âge minimum de responsabilité pénale, donc en contradiction également avec la plupart des textes. Donc, dans ce cadre-là, on va formuler des recommandations et on va demander aux États de les mettre en place. On va, et Anne Skelton ce matin l'a déjà rappelé, on va utiliser d'autres mécanismes comme les plaintes individuelles qu'on reçoit de la part d'enfants, j'y reviendrai dans un instant, ou les possibilités de faire des enquêtes. On a aussi des commentaires généraux, et notamment le commentaire général 24, où on explique aux États comment ils devraient agir. Mais il faut reconnaître que c'est largement insuffisant, qu'on devrait pouvoir aller beaucoup plus sur le terrain. D'autres instances le font, comme par exemple le sous-comité de prévention de la torture, mais il le fait une fois tous les 3, 4, 5 ans dans un pays, donc n'a pas la possibilité de faire un monitoring régulier. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que les acteurs locaux au niveau national soient beaucoup plus proactifs en la matière, que les avocats, les ONG, les institutions indépendantes de droits humains et spécialement de droits de l'enfant
utilise les ressources qui existent au niveau international. Les standards sont clairs, sont connus et sont déjà anciens, mais ce que je constate, c'est que les avocats les connaissent peu, que les institutions les utilisent peu et que bien souvent, ils n'ont même pas accès dans les lieux de détention. Mais nous aimerions recevoir beaucoup plus de situations de cet ordre-là pour lesquelles nous pourrions intervenir et donner finalement des recommandations beaucoup plus précises et pointues aux États. La question de recours, puisque les enfants ont la possibilité de faire des recours auprès du Comité des droits de l'enfant, si leur État a ratifié la convention, le protocole sur les recours individuels. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord avoir épuisé les voies de recours internes. Et là, on en revient à l'accès à la justice, qui a déjà été mentionné une fois ou l'autre. Imaginez-vous un petit peu, vous êtes dans cette cellule avec 50 autres enfants. Vous trouvez que la détention qui vous est imposée est illégale et vous avez en tout cas beaucoup de motifs de plainte par rapport à ce qui vous arrive. Pour pouvoir faire un recours, vous devez, connaître vos droits. Deux, avoir la possibilité de contacter une personne qui va vous soutenir, qui va vous donner des informations, qui va être suffisamment proactif pour pouvoir procéder à des actions en justice. Il faut que ces procédures et ces recours existent et soient disponibles pour des enfants, qui soient adaptés à la situation des enfants et que les enfants puissent être entendus dans le cadre de ces procédures. Vous voyez que tout ça est absolument rarement présent sur le terrain. Et à défaut de pouvoir épuiser les voies de recours internes, l'accès aux recours internationaux est rendu évidemment beaucoup plus difficile. Donc vous voyez à quel point les principes sont là, sont relativement clairs, mais la mise en œuvre reste difficile. Et donc il faut, à mon avis, une volonté politique des États pour vraiment faire progresser les choses. Difficile de dire qu'est-ce qui va finalement convaincre les États, parce que tous les arguments sont là. On sait que la privation de liberté fait plus de tort que de bien, qu'un enfant qui a été détenu va sortir dans des conditions pires que quand il est rentré, que sa santé mentale va être affectée, que ses liens familiaux vont être rompus, que les possibilités de pouvoir avoir une éducation ont été gravement compromis. Donc tout ça, on le sait. On sait qu'on est occupé à faire du mal à tout le monde, y compris à la société et à son futur. Et donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus imaginatif et continuer à essayer de trouver les bons arguments pour pouvoir convaincre les gouvernements qu'il est dans l'intérêt de tout le monde, y compris de la société, de pouvoir agir de manière beaucoup plus déterminée en matière de lutte contre la privation de liberté et de développer d'autres types d'alternatives. Un dernier petit mot sur la question du coût de la privation de liberté. Dans les sociétés riches comme la Suisse, la Belgique, etc., détenir un enfant coûte très cher. En Belgique, on évalue, j'ai des chiffres qui n'ont peut-être pas été réactualisés, mais au moins à 500 € par jour par enfant. C'est plus que certains hôtels 5 étoiles. Mais ce n'est pas des hôtels 5 étoiles. Et donc là, on sait qu'on dépense énormément d'argent pour quelque chose qui fonctionne très mal. On devrait se poser les questions sur l'efficacité. L'autre exemple que je donnais, quand on enferme 50 enfants dans une cellule avec un espace limité, ça coûte certainement beaucoup moins cher. Mais il y aurait des moyens beaucoup plus intelligents, effectifs, d'utiliser le peu d'argent qui est là, et surtout qu'on ne compte pas finalement les dégâts qui sont commis sur le long terme et le coût pour la société en termes de manque à gagner de citoyens actifs et qui peuvent trouver leur place dans la société, et en termes de possibilité pour ces enfants de pouvoir à un moment donné avoir une activité et contribuer finalement de manière positive au fonctionnement de la société. Donc je crois que le comité essaye de faire sa part en la matière. On a besoin de travailler de manière beaucoup plus étroite avec des acteurs au niveau national parce qu'il faut agir à tous les niveaux. Je vous remercie. Merci infiniment pour cela, Benoît. Et même si vous n'avez pas nommé le pays, je pense que en aparté, nous pourrons en discuter tous les deux. Tous les intervenantes ont parlé
désire qu'il y ait des mesures non privatives de liberté pour les enfants. Et ce souhait, ce souhait est là, mais on voit bien que cela ne se concrétise pas. Donc ma question serait, c'est quoi les raisons qui limitent l'application vraiment des mesures non privatives? Merci beaucoup, Atieno, pour cette question. Avant de commencer, je voudrais remercier et féliciter DCI pour l'organisation de cet événement et plus particulièrement Alex et son équipe pour nous donner en tout cas l'occasion aujourd'hui d'évoquer un certain nombre de sujets, y compris celui éminemment important des mesures non privatives de liberté. Benoît a évoqué donc la volonté politique des États. Effectivement, c'est un élément qui est primordial dans le but d'une bonne ou d'une meilleure application des mesures non privatives de liberté. Je commencerai par vous parler, enfin Benoît a parlé également du coût de la justice et du coût de l'enfermement et du coût de l'emprisonnement. Je vous donnerai un exemple. Il est estimé aujourd'hui globalement que plus de 70% des détenus sont en détention provisoire ou en détention préventive. Avec certains collègues, nous avons fait certaines études dans quelques pays que je ne citerai pas. Et nous avons étudié, nous avons fait l'inventaire des chefs d'inculpation à un instant T de détenus dans des centres de détention. Et nous avons constaté que au regard de ces chefs d'inculpation, nous avons constaté que plus de la moitié des détenus en détention provisoire auraient été éligibles à une mesure de médiation pénale. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'avec des mécanismes efficients de médiation pénale, qui est une mesure non privative de liberté, nous allons le voir, nous pourrions réduire de moitié ce taux de 70% de détention provisoire. Voilà. Juste à titre d'exemple, et il y en a d'autres. Benoît évoquait donc le normatif international. Alors, le référentiel international des droits de l'enfant et plus globalement des droits humains évoque largement le principe de mesure de substitution à l'emprisonnement. Les États sont par conséquent invités à ajuster leur cadre normatif dans le sens d'une application effective des mesures non privatives de liberté. Le fait que la privation de liberté soit considérée comme une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible est une constante réaffirmée dans tous les textes internationaux qui demandent instamment aux législateurs de privilégier les mesures non privatives de liberté en matière de déjudiciarisation, de substitution à la détention préventive, d'alternative à l'incarcération, ainsi qu'en matière de réduction de peine d'emprisonnement. Par justice adaptée aux enfants, il faut entendre des systèmes judiciaires garantissant le respect et la mise en œuvre effective de tous les droits de l'enfant au niveau le plus élevé possible. Au-delà des garanties d'un traitement adapté que cela constitue pour un enfant en contact avec la loi, le fait de promouvoir et d'appliquer des mesures de déjudiciarisation constitue pour un État et pour son institution judiciaire un indicateur, et j'insiste sur le terme indicateur, constitue un indicateur essentiel lui permettant de démontrer sa volonté politique de limiter le champ de l'intervention judiciaire. Les mesures contenues, notamment dans la Convention relative aux droits de l'enfant, dans les observations générales adoptées par le Comité, dans les règles et les principes des Nations Unies, permettent sans aucun doute de renforcer le cadre normatif des États visant à limiter l'intervention judiciaire. On en revient encore à cette volonté politique. Le cadre normatif international est là. La Convention relative aux droits de l'enfant est claire. La plupart des États l'ont ratifiée. Donc la volonté politique est certainement l'élément maintenant primordial pour faire avancer la situation. Les textes d'application, et ça c'est une problématique, Atieno me posait la question justement sur les limites. Je pense que la principale limite concerne les textes d'application qui restent confus et qui ne permettent pas une véritable application des dispositions prévues dans les textes ou dans les lois portant protection de l'enfant de manière générale. Afin de pouvoir démontrer l'effectivité d'une telle politique, un État doit se doter de normes d'application. Quand je parle de normes d'application, je parle par exemple d'un décret d'application, on parlera de bylaws en anglais, un arrêté
pourrait aussi être pertinent dans certains cas. Un arrêté ministériel pourrait permettre de mettre en œuvre certaines mesures. Je reprends, donc devant permettre, un État doit se doter des normes d'application qui doivent permettre aux magistrats de mettre en œuvre des mesures de déjudiciarisation et plus largement des mesures non privatives de liberté. Nous constatons que dans la lignée de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, les États ont modifié, pour la plupart, leur ordre législatif par des codes ou des lois se référant à la protection de l'enfant. Ces quelques situations semblent démontrer une volonté politique de la part des États, dans le sens où les codes et les lois font référence à des mesures non privatives de liberté. Les questions liées à la rédaction d'une proposition de loi ne sont en effet pas simplement d'ordre technique ou juridique, mais revêtent une dimension proprement politique, comme tu le soulignais tout à l'heure. La faiblesse des textes d'application quand ils existent nous amène cependant à nous questionner sur leur réelle motivation, en parlant des États, sachant que des dispositions législatives ne trouveront effet que si les acteurs judiciaires peuvent s'appuyer sur des textes d'application pour les mettre en œuvre. Afin de mesurer la volonté et la capacité de certains États à limiter le champ de l'intervention judiciaire et de mettre en œuvre des mesures non privatives de liberté, nous avons procédé à une analyse des lois portant protection de l'enfant ainsi que des normes d'application dans plusieurs pays. Je ne les citerai pas tous, par contre je citerai deux bons exemples que sont la Mauritanie et le Mali, et j'utilise à escient ces deux exemples parce que nous avons des collègues maliens et mauritaniens qui ont fait le voyage pour être présents parmi nous aujourd'hui. À titre d'exemple, en Mauritanie, l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant prévoit dans l'article 131 7 mesures non privatives de liberté. L'article 5 stipule le placement sous l'autorité de ses parents, celle d'une personne digne de confiance ou dans un centre de resocialisation. Les articles 149 et 150 prévoient le travail d'intérêt général, etc., etc. Je ne vais pas toutes les citer. Cependant, il est clair que le cadre législatif mauritanien intègre les mesures non privatives de liberté, et en particulier 7. La Mauritanie a fait un pas de plus, car un décret vient préciser les modalités d'application des mesures non privatives de liberté qui sont prévues donc dans la loi. Concernant le Mali, l'ordonnance portant code de protection de l'enfant, précisée par 4 textes, prévoit 8 mesures non privatives de liberté, dont la médiation pénale, l'éducation, des mesures de garde, etc., etc. Je ne vais pas non plus citer toutes ces mesures. Au Mali, 2 décrets d'application viennent préciser l'ordonnance. Il s'agit d'un décret qui détermine les mesures d'application de la médiation pénale, et il s'agit d'un décret qui détermine les modalités d'application de la peine de travail d'intérêt général. Voilà, donc il me tenait à cœur de présenter ces 2 exemples. Il y en a d'autres, bien entendu, mais nous n'avons pas le temps de tous les citer. Le fait de mentionner ou le fait d'avoir légiféré pour pour prévoir des mesures non privatives de liberté dans le cadre légal, dans la loi ou dans des codes portant protection de l'enfant, le fait d'avoir fait un travail pour élaborer des normes d'application telles que des décrets dans ces 2 cas précis est déjà un très bon pas. C'est important, c'est indispensable. Par contre, cela ne suffit pas toujours pas. Il faut aussi que les magistrats, pour prononcer des mesures non privatives de liberté, puissent, par exemple, dans le cadre de la médiation pénale, avoir en face d'eux ou avoir à disposition une liste ou une cohorte de médiateurs et de médiatrices accrédités, et ce n'est bien souvent pas le cas. Pour pouvoir prononcer une mesure de travail d'intérêt général, le magistrat, le juge va devoir également pouvoir compter sur des organismes habilités à recevoir des jeunes afin qu'ils puissent faire leur peine de travail d'intérêt général, et c'est encore loin d'être le cas. Voilà, donc le chemin est encore long pour beaucoup de pays, ça c'est évident, mais en tout cas, il y a de bons exemples en termes de cadre légal, et il serait très intéressant donc de s'inspirer de ces exemples-là, et surtout de faire, excusez-moi l'expression, les 10 derniers mètres maintenant, pour que les magistrats puissent rendre effectives les mesures non privatives de liberté.
C'est aussi une question de moyens, mais pas uniquement. Là, je vous remercie. Merci beaucoup Yann, merci pour ces deux exemples du Mali et de la Mauritanie. Nancy, à propos de la Mauritanie, 2 ans après cette conférence à Nouakchott, quels sont les problèmes qui restent à résoudre pour la prochaine feuille de route? Merci, je vais m'intéresser aux enfants qui vivent en prison avec leurs principaux aidants, ou personnes qui les prennent en charge. Alors, la feuille de route a identifié des points d'action pour améliorer la situation des enfants qui sont détenus avec leurs parents, notamment réviser la législation existante, les procédures, les structures qui sont en place, voir comment fournir des mesures non privatives de liberté pour les enfants, adopter des approches systémiques de prévention, garantir un traitement adéquat et bien sûr faire un suivi de la mise en œuvre, nous assurer que on fait des progrès, qu'on progresse. Alors, il y a eu une conférence début novembre à New York, organisée par des personnels de prise en charge des enfants. Un nouveau réseau qui existe depuis 2 ans maintenant, qui est assez récent, mais il réunit des personnes du monde entier pour comparer un petit peu les lois, voir quels sont les progrès à réaliser. La professeure Marie-Claire Van Hout montre qu'on manque de données encore de manière criante, notamment par rapport à la durée de détention, enfin des données de base et des informations qui nous donneraient des garde-fous, des informations quant aux garde-fous élémentaires. Elle veut qu'on s'assure qu'il y ait une consultation mondiale, un peu comme l'a fait le professeur Manfred avec l'étude mondiale, et notamment par rapport à l'article 30 de la Charte africaine sur les droits de l'enfant. C'est les seules lignes directrices en fait par rapport au placement d'enfants en prison. Elle a aussi expliqué dans un autre article qu'il y a un large éventail de violations des droits humains qui sont euh, expérimentées par les bébés et les enfants vivant en prison. Au Canada, il existe l'obligation de collecter des données, mais ça n'a pas lieu. Donc ça montre que même lorsqu'il y a des obligations, finalement, dans les faits, ça ne suit pas d'un point de vue pratique. Ces obligations ne sont pas respectées. Donc il faut également que ces informations soient disponibles. Et le International Corrections and Prisons Association, ICPA, a organisé une conférence récemment sur les enfants qui vivent avec leurs parents en prison. Donc on a un intérêt qui est de plus en plus grand pour ce sujet, c'est bien, mais il faut voir ce dont on a besoin par rapport à l'accès à la santé pour les femmes, mais aussi pour les nourrissons, les bébés, les jeunes enfants. Et que se passe-t-il aussi pour les femmes enceintes qui arrivent en prison ou qui risquent, qui vont accoucher en prison? Voilà, donc là il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'intersectionnalité. Autre chose, Robin Hansen a aussi parlé de ça, les enfants qui naissent en prison. Ensuite, quelles sont les alternatives? Bien sûr, c'est quelque chose que toutes les personnes présentes à la conférence voulaient voir advenir, donc des alternatives pour éviter la privation de liberté. Une intervenante de l'Argentine parlait d'une femme qui est détenue chez elle. C'est une manière de gérer la situation différente. Ça déplace la vulnérabilité plutôt que de la résoudre peut-être, mais plutôt que de permettre une prise en charge, eh bien, ces personnes qui vivent dans la pauvreté n'ont pas non plus accès à des soins de santé ou d'éducation, donc elles dépendent entièrement, ces personnes, de la famille, où les responsabilités incombent à ce moment-là aux proches ou à la communauté, non plus au service étatique. Ensuite, il y a les collègues de Arangan en Inde qui ont contacté la coalition internationale sur les enfants incarcérés avec leurs parents, que je préside, et ils nous demandaient quelles sont les normes, les orientations que l'on a
pour faire en sorte de faire sortir les enfants de ces situations autant que possible. Et donc, l'idée, ça a été de créer des lignes directrices. Et il existe donc un modèle assez unique. Les enfants en Inde peuvent rester avec leurs parents en prison jusqu'à 6 ans. Ils ont créé une école à l'extérieur de la prison pour que les enfants qui vivent en prison puissent accéder à une école normale avec des enseignantes, des enseignants, des travailleurs sociaux pour avoir la possibilité d'être un enfant. Et ce qui était intéressant avec ce modèle, c'est que les membres du personnel pénitentiaire demandaient aussi ce qui était disponible pour leurs enfants. Et donc les enfants du personnel pénitentiaire peuvent aussi aller à l'école avec les enfants qui vivent en prison avec un parent incarcéré. Donc c'est intéressant cette absence de discrimination entre ces deux catégories d'enfants. C'est une manière intéressante de faire les choses. Ensuite, il y a également d'autres modèles, par exemple en Europe. Nous avons vu une série de tables rondes, de discussions avec les juges. Le fait que les jugements de parents qui ont un enfant doivent tenir compte de cette situation. Au Kenya, il y a aussi une formation de juges. Alice Mastoria, qui est une juge qui a écrit en particulier au sujet des enfants qui vivent en prison avec leur mère, faire en sorte que les juges soient conscientes et conscients de ces situations et en tiennent compte dans leur jugement. En Inde, un juge de la Cour suprême a visité les installations, les infrastructures de la crèche d'une prison. Voilà, ce sont des exemples, encore une fois, intéressants. Au Royaume-Uni, on voit aussi la mise en œuvre d'évaluation des impacts sur les enfants. Une évaluation qui est menée donc à toutes les différentes étapes depuis l'arrestation jusqu'à la libération pour voir ce que signifient pour un enfant ces différentes étapes et quelles sont les différentes formes de soutien qu'on peut mettre en place et qu'il y ait une réponse individualisée. Notamment en Écosse, il y a des formations sur la Convention relative aux droits de l'enfant pour le personnel judiciaire, pour le monde judiciaire. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a un manque de connaissances sur cette Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, quelles sont les lois ou les textes qui existent, quelles sont les obligations relatives. Donc cette sensibilisation de base, c'est un bon point de départ. Mes collègues de cette organisation en Inde m'ont dit il y a quelques jours que les travaux qu'elles réalisent produisent beaucoup d'intérêt, suscitent de l'intérêt, et que l'un de leurs problèmes, c'est que les personnes qui visitent les crèches se disent « Oh, mais c'est mignon, c'est sympa », alors que ça devrait plutôt faire partie vraiment des droits de l'enfant plutôt qu'une anecdote sympathique. Et le rôle des organisations de la société civile et des ONG, c'est d'utiliser ce type d'initiative pour pousser vers un changement systémique et un changement dans la manière dont on aborde le droit des enfants et la manière dont on soutient les enfants, qu'on les accompagne. Je crois que c'est beaucoup lié à notre manière de voir les enfants, de voir les droits des enfants. Et à nouveau, en préparant cette session aujourd'hui, le Conseil de l'Europe a fait circuler récemment un résumé des dossiers, des affaires de la Cour de justice européenne par rapport à des affaires impliquant des enfants. Et la seule référence aux enfants qui vivent en prison avec leurs parents, c'était une autre affaire de la Cour de justice européenne qui traitait des droits des prisonniers. Donc, il n'y avait pas de prise en compte particulière. Il faut, nous, qu'on se focalise sur les enfants, les enfants vivant donc, dans ces prisons avec leurs parents. Alors, le groupe de travail Child Rights Connect a fait un appel à soutien pour qu'il y ait une boîte à outils dans l'étude mondiale de l'ONU. C'est quelque chose qui est en préparation, mais voilà, on veut accompagner ce travail parce que c'est extrêmement important, en reconnaissant également que bien que certains enfants en prison certains enfants avec leurs parents en prison, certains le sont, mais certains sont adolescents et ne sont pas en prison, mais leurs parents le sont, et il faut tenir compte aussi de ces enfants-là, de ces jeunes-là.
Merci beaucoup Nancy de souligner que les enfants détenus avec leurs parents incarcérés sont vraiment les marginalisés des populations les plus marginalisées. Alors ensuite, nous allons réfléchir aux tendances globales depuis l'étude mondiale. A-t-il des pays dans lesquels la détention a augmenté et quels sont les facteurs? Merci beaucoup pour cette question. Nous savons de cas spécifiques comme par exemple Bukele au Salvador a mené le pays à une situation du plus fort taux d'incarcération au monde et ça concerne aussi les enfants et les jeunes. Nous avons participé à une conférence sur le sujet en Amérique latine et il y a un effet Bukele dans d'autres pays de la région. Cette politique de la main dure de répression forte liée à des politiques de contre-terrorisme et de lutte contre le terrorisme et de sécurité nationale. Ça, c'est un exemple. Je suis très inquiet aussi d'un changement très récent en Australie dans la législation. L'âge minimum pour la responsabilité pénale a été abaissé à 10 ans. Comme vous le savez, le comité des droits de l'enfant appelle à augmenter cet âge et la privation de liberté ne doit pas être une mesure de dernier recours selon cette nouvelle législation. C'est clairement indiqué dans l'article, cependant dans l'article 37 de la Convention sur les droits de l'enfant, dont énormément de pays sont partis. Ça mène à des condamnations à mort pour des enfants. Et donc on voit clairement, si on observe, la Convention sur les droits de l'enfant, c'est une, bien sûr, violation flagrante. C'est une évolution très préoccupante, négative, et du fait de politiques migratoires répressives dans beaucoup de pays, notamment en Europe, je crains que le nombre d'enfants détenus du fait de leur statut migratoire augmente. Si l'on observe un petit peu ce qui a été annoncé par le président Trump et aussi par d'autres leaders européens concernant les politiques migratoires, ça pourrait mener à une augmentation des enfants détenus du fait de leur statut migratoire. Malgré les conclusions de l'étude qui indiquent que cette incarcération pour statut migratoire doit être une mesure vraiment de dernier recours. Comme Nancy l'a indiqué, les chiffres, le nombre de personnes, d'enfants en prison avec leurs parents incarcérés, quand on a essayé de trouver des données, on a trouvé ce chiffre de 19 000 enfants, qui est sans doute le plus exact. Il y a eu beaucoup de recherches, il y a des données qui sont transmises par des gouvernements, parfois c'est plus ou moins sensible, mais il y a une tendance générale mondiale à incarcérer davantage de femmes.
dans le monde. Et si on incarcère davantage de femmes, eh bien, la tendance est évidemment plus visible pour les femmes que pour les hommes ces dernières années. Et il y a donc plus d'enfants qui finissent en prison avec leur mère. Et donc notre principale recommandation, ça a été de former les juges et à réfléchir à 2 fois avant d'envoyer une mère qui est la principale tutrice d'un enfant en prison et de trouver des alternatives à la détention. Et encore une fois, peu a été fait en ce sens. C'est des cas individuels, parfois qu'on entend dans les médias. Mais pour vraiment répondre à votre question des tendances mondiales, depuis la publication de l'étude, je dois vraiment répéter ici que pour évaluer les tendances, qu'elles soient positives ou négatives, il nous faut des données. Or, les Nations Unies ont échoué pendant ces 5 ans à véritablement forcer les États à nous les fournir. C'est pas si difficile. Il y a beaucoup de données qui sont transmises sur différents sujets aux Nations Unies. Et donc pourquoi ne pas demander, obliger les États à nous fournir des données sur les enfants privés de liberté avec à une date donnée. Parce que si on obtient ces données, alors on peut bien mieux comprendre les tendances et on peut essayer alors de se traiter les causes profondes du phénomène. Merci. Merci beaucoup, Manfred. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps. J'avais d'autres questions pour les panélistes, mais si vous avez des questions pour les intervenants, je vous invite à leur poser 1 ou 2 questions. Et peut-être ils pourront consacrer peut-être 2 minutes chacun à ces questions. Ok? Merci beaucoup. Une réflexion qui me taraude. Je viens d'Afrique du Sud et mon pays ne fait pas assez pour empêcher les enfants à entrer dans le système judiciaire. C'est un gros problème. On a mentionné le taux de pauvreté. On sait que la pauvreté a augmenté. Et donc la pauvreté implique des petites infractions qui augmentent. Donc il faut éviter l'entrée dans le système judiciaire avec des investissements dans la prévention. Et ça m'inquiète beaucoup. Grace, est-ce que vous voulez répondre brièvement? C'est une question difficile, effectivement. Je vais répondre rapidement. En entendant les enfants aujourd'hui, ils nous ont parlé d'accès à des services de base, à l'éducation, à des soins et aussi accès à la justice et à des recours quand ils subissent des abus. Deuxièmement, la protection des enfants et des services sociaux qui arrivent à cibler les enfants qui ne sont actuellement pas soutenus par ces services. Donc c'est une question épineuse, mais c'est ce que relèvent les enfants eux-mêmes. S'assurer qu'ils sont pris en charge, que ce soit des enfants migrants, des enfants en déplacement, ce sont des enfants qui sont exclus. C'est facile de dire que tous les enfants doivent avoir accès à ces services, mais on sait que dans beaucoup de pays, de nombreux enfants n'ont pas accès à ces services. Les
enfants autochtones, de minorités ethniques, en déplacement, les enfants handicapés. Donc, comment garantir que ces enfants ne soient pas laissés à la marge de ces services de base? Ça, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut investir dans des programmes de famille d'accueil et des programmes de parentalité également plus développés? Merci beaucoup, Grace. Il y a une question ici. Et puis là-bas, d'accord. Allez-y. Je voudrais parler en arabe. Bonjour à tous, je suis Adam du Maroc, de DCI Maroc. Pourquoi est-ce que les plaintes des enfants dans les commissariats ne sont pas acceptées? Pourtant, dans certaines situations, les tuteurs sont eux-mêmes les agresseurs. Merci de répondre en 3 minutes. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas les plaintes des enfants seuls? Je suis le docteur Mohamed El-Karaoui. Je suis directeur de la protection de l'enfance au ministère de la Justice, République islamique de Mauritanie. Avant de répondre à la question, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement international qui est très important et pour cette opportunité qui a été donnée à des personnes du monde entier pour se rencontrer et échanger autour de leurs expériences à propos de cette question importante qui a trait à notre futur. Comme vous le savez tous et toutes, chaque État essaye de faire des efforts dans ce domaine de la protection de l'enfance. Je suis heureux de dire qu'en République islamique de Mauritanie, il y a de réels efforts importants, que ce soit du côté théorique ou pratique. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers du témoignage qui a été donné par Yann Cogno un peu plus tôt et qui démontre le progrès en termes généraux et en particulier autour de la protection de l'enfance. Euh, la, euh, la ratification de l'accord des protections de l'enfance en 91 et tout ce qui a été mis en pratique concrètement dans mon pays. En 2005, nous avons écrit la loi de protection des mineurs. Et ensuite, il y a eu un décret d'application en 2006. Et, et ensuite, il y a eu une suite de lois et de décrets d'application en rapport avec la ratification de cet accord à la protection de l'enfance. Et en 2010, un décret d'application a établi les tribunaux des enfants en Mauritanie. Dans chaque État fédéré de 15 membres de la Fédération de Mauritanie, il y a un juge principal spécialisé sur les enfants, ainsi que deux personnes assermentées du ministère de la Justice et du ministère des Affaires sociales qui l'accompagnent. Et je voudrais discuter de l'absence de l'avocat. Cela permet la protection, nous permettons la protection de l'enfance. Chaque enfant a le droit d'être protégé par un avocat. Quelles sont les garanties qui vont
L'organisation Terre des Hommes travaille dans notre pays, mais nous ne sommes pas sûrs des garanties qu'elle offre dans le cadre de ce Merci. travail. أخذ الفرنسية. Alors, je vais demander à Grace de commenter la question posée par la personne du Maroc et on prendra encore 2 questions. Et merci d'apporter des réponses très courtes. On n'a plus beaucoup le temps. Oui, alors, reconnaître vraiment l'importance de la question soulevée par cette personne. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les enfants? Et merci, en effet, c'est un peu une honte. Il faut continuer à poser cette question et je suis moi-même mal à l'aise de n'avoir pas pu faire suffisamment pour que la voix des enfants soit reconnue et leur capacité d'action et leur capacité à poser des plaintes. Et donc, on essaie de s'assurer que les juges partout dans le monde entendent la voix des enfants et garantissent leurs droits dans tous les mécanismes de justice. C'est une question essentielle. Merci de l'avoir posée. C'est notre travail de veiller à ce que votre voix soit entendue et que vos plaintes soient transmises et que les normes internationales soient respectées, que les enfants puissent participer directement et pas seulement à travers leurs représentants. Nous devons absolument écouter cette exigence. Merci Grace. Encore une question? Bonjour, je voudrais vous présenter le juge Zalfa Al-Hassan qui travaille à Beyrouth, qui transmet son message sur ce qui se passe à Beyrouth. Merci beaucoup, Bassel. J'aimerais parler brièvement de la justice pour mineurs au Liban. Actuellement, la législation de 2022 a été intitulée Protection des enfants et violation de la législation, exposition à des dangers. Et donc ça met l'accent sur l'éducation et les mesures non privatives de liberté et plutôt que la punition. Donc, les jeunes ont parfois besoin d'une aide spécifique s'ils veulent jouer un rôle dans la société. Et dans des circonstances, les enfants doivent être protégés de la délinquance. Les jeunes qui violent la loi doivent pouvoir bénéficier d'un traitement humain et digne. Et les perpétrateurs de violations doivent être poursuivis. Au-delà des procédures pénales normales. L'un des problèmes que nous rencontrons, et pas seulement au Liban, c'est que les procédures sont centrées sur des approches appropriées pour les adultes qui ne sont pas adaptées aux enfants. Et les enfants et les personnels de justice et des institutions ne sont pas formés pour travailler avec des enfants. Les enfants qui souffrent de plus forts taux de violation et de violence qui des traumatismes durables chez les enfants. Merci. Oui, juste un dernier mot. Au Liban, nous avons une initiative personnelle. Nous essayons d'adapter la loi aux besoins des enfants et parfois il faut dépasser la loi pour leur apporter une forme de justice. Merci beaucoup.
Alors,